com uma palestra tratando do modelo socioeconômico e sustentabilidade de clubes amadores. Será ministrada pelo professor doutor Ian Caram. Ian é coordenador do programa de mestrado Éramos Mundos, da Universidade de Lille, na França. Ele é professor sênior da Universidade de Lille, Escola de Saúde e Esportes, isso desde 2006. Também é membro do órgão de controle financeiro da Federação Francesa de Futebol, desde 2017. PhD em Economia do Esporte, tem mestrado em Gestão Esportiva e é mestre em Contabilidade e Controle Financeiro. Pessoal, de fato aí, mais um grande currículo aqui no nosso palco, aqui com a gente neste evento. Então, neste momento, fazemos questão de agradecer aqui nesta oportunidade à Universidade Federal do Paraná, aqui representada pelo professor doutor Fernando Mesadri. Muito obrigada. Ele é pró-reitor de Planejamento, de Orçamento e Finanças da universidade, que viabilizou a participação do professor Ian aqui no nosso seminário, por intermédio de sua interface com o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva. Então, com vocês, como vocês já sabem, aparelhos na mão, de transcrição de áudio, tudo ok? Vamos dar início. Convido e peço uma salva de palmas ao professor Ian Caram. Muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo, por favor. So, bom dia a todos. Desculpe, não falo português, so you have to use the headphone. Les écouteurs en français. Donc je vais parler pendant 1 heure à peu près. Et ensuite, si vous avez des questions, pendant 30 minutes, je pourrai répondre à vos questions. Avant de démarrer, je voudrais remercier le comité brésilien des clubs, donc Comité Brasileiro de Clubes. Remercier également l'Université fédérale de Paraná, le professeur Mesadri, João Moretti, qui me rejoindront ensuite pour cette session de questions-réponses. Et donc, vous remercier pour votre invitation. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu aujourd'hui tout ce qui touche au modèle socio-économique des clubs amateurs français, et voir un petit peu ce que nous allons mettre en place ici au Brésil autour de ce projet européen des modèles socio-économiques des clubs amateurs. Donc je fais partie d'une université, l'Université de Lille, comme vous pouvez le voir ici. L'Université de Lille, c'est 200 km au nord de Paris, 1 heure en TGV, donc en train grande vitesse. Et nous avons dans cette université à peu près 70 000 étudiants. Dans ma faculté, la faculté des sciences du sport, il y a 2500 étudiants et nous avons des formations en licence, donc graduado, et post-graduado, master et ensuite doctorat. Voilà donc pour la présentation. Et comme je vous le disais, dans cette faculté, nous avons un master Erasmus Mundus, donc un master qui est financé par l'Union européenne et qui a vocation à former des managers dans le sport, donc aussi bien dans l'événementiel sportif que dans la gestion des clubs, que dans la gestion des relations entre les collectivités territoriales, le ministère et les clubs et les organisations sportives. Donc on travaille essentiellement sur la gestion et la stratégie des organisations sportives. Voilà pour la présentation, je vais donc démarrer. Donc, comme je vous l'ai dit, vous le retrouvez ici. J'étais un peu plus jeune que maintenant sur la photo qui est ici. Je suis donc professeur à l'Université de Lille, coordinateur d'un master Erasmus Mundus et coordinateur d'un projet européen qui s'appelle CEMASC, comme vous pouvez le voir là, Socio-Economic Model of Amateur Sports Club. Et ce projet européen vient d'être financé par l'Union européenne pour travailler sur le modèle socio-économique des clubs européens et sud-américains. C'est pour ça que nous travaillons avec l'Université fédérale de Paraná.
Alors avant de démarrer ma présentation, j'ai l'habitude de mettre ces photos-là quand je commence une présentation pour me présenter. J'ai tendance à mettre cette photo-là. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de cyclisme maintenant. Et ça, c'est une des... Si vous venez un jour en France, c'est un des sommets mythiques du Tour de France. Donc la plus haute montagne du Tour de France, c'est le mont Ventoux, dans le sud de la France. Et j'ai réussi à l'atteindre avec des amis il y a quelques temps maintenant. Une autre photo à droite, là-bas, sur le marathon de Nice, dans le sud de la France. Et ici, et c'est le plus important, ici, c'est ma licence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire du sport en France, la première chose qu'il faut faire, c'est, si vous voulez appartenir à un club, il faut prendre une licence dans un club. Licence, c'est, ici, vous voyez, c'est le droit de pouvoir pratiquer les activités sportives dans le club. Donc vous avez ça aussi ici au Brésil. Nous, on doit prendre une licence et ensuite le club est en relation avec la fédération, donc va reverser une partie de ce que je paye à la fédération. D'accord? Donc il y a la fédération, je vais vous expliquer tout à l'heure, le club, et donc pour pouvoir pratiquer du sport dans un club, il faut pouvoir prendre tout d'abord une licence, hein, donc payer un droit pour pouvoir chaque année, hein, c'est un montant annuel que l'on paye chaque année pour pouvoir pratiquer le sport avec le club. Alors pourquoi je l'ai mis au milieu, cette photo? Parce que pour moi, le sport, ça commence toujours par un club. Quand on est petit, la première chose que mes parents ont fait, mon grand-père, qui avait été un joueur de football, m'avait dit « Yann, il faut que tu ailles faire du sport. Donc pour aller faire du sport, on va te mettre dans un club et tu vas pratiquer le sport dans ce club-là. » Donc à l'époque, j'ai commencé par la natation, apprendre à nager dans un club, apprendre à faire des compétitions dans un club. Et je me souviens toujours de ce que me disait mon grand-père à l'époque. Le club, c'est là où tu vas apprendre beaucoup de valeurs. La première, c'est la sociabilisation avec d'autres personnes que tu ne connais pas. Donc tu vas apprendre à aller vers les autres. Tu vas apprendre les valeurs du partage, d'une émotion, par exemple, lorsque on fait une compétition. Et tu vas apprendre une chose très importante, c'est le dépassement de soi. C'est apprendre à essayer de dépasser un petit peu ses limites. Et donc, pour moi, le club reste et restera toujours la base du sport. La base du sport, c'est là où, quand on est petit, quand on commence à grandir, on va venir partager des émotions avec d'autres personnes, on va venir partager des valeurs. Et c'est important pour les clubs, je dis toujours aux clubs, n'oubliez pas de rappeler les valeurs que sont votre club. Quelle est la valeur que vous avez aujourd'hui et quelles sont les valeurs que vous voulez développer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsque vous allez venir dans un club, vous allez y trouver ce que vous voulez y trouver vous, ce que vous cherchez vous. Ça peut être de la convivialité, partager des moments avec d'autres personnes. Ça peut être une motivation physique. Ça peut être un contact avec la nature. Ça peut être, quand on est un peu plus âgé, de la santé, du bien-être. Donc, il y a vraiment différents objectifs. Et vous allez le voir dans l'étude que j'ai menée, moi, en France, dans ma région, dans le nord de la France. On a travaillé sur ces 4 projets associatifs, le contact avec la nature, la convivialité, la motivation physique et santé et bien-être. Donc voilà un petit peu ma présentation. Alors j'ai une autre activité à côté. Alors je suis désolé, j'ai mis la photo, c'est le siège de la Fédération française de football.
à Paris. Ok. Alors, il y a une étoile qui ne vous rappelle pas un bon souvenir pour vous, Brésiliens, en 1998. Je suis désolé pour vous, en 1998. Mais je travaille en fait dans cette fédération depuis 2017. Pourquoi ? Parce que j'ai été amené à travailler sur les difficultés financières des clubs professionnels et amateurs de football. Pourquoi ? Parce que chaque année, il y a des clubs en Europe et en France particulièrement qui ont de graves difficultés financières et qui sont obligés d'arrêter leur activité parce qu'ils ont des difficultés financières importantes. Donc, dans cette fédération, dans le football en France, on a une ligue professionnelle, donc Ligue 1, Ligue 2, où vous connaissez les clubs professionnels français, Paris Saint-Germain, mon club Lille, d'accord, qui est en Ligue 1. Donc il y a différents clubs qui jouent en Ligue 1 et Ligue 2. Et en dessous, en 3e, 4e division, maintenant en 5e division, pour la première division et la 2e division en futsal, pour la première et la 2e division pour le football féminin, il y a une obligation chaque année, 2 fois par an, de venir présenter ses états financiers. Vous êtes obligé de venir présenter les comptes annuels, les comptes prévisionnels de votre club à la fédération, à une commission de contrôle financier des clubs. Et cette commission va venir décider si vous pouvez continuer ou pas à jouer dans la division. Donc c'est vraiment très, 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 très important pour ces clubs-là. Lorsqu'on les reçoit, on leur dit, on va venir regarder les finances de votre club, mais on va aussi vous accompagner pour essayer de mieux gérer votre club. Donc on joue un petit peu le rôle de contrôle et en même temps le rôle de conseil auprès des clubs pour les accompagner dans leur gestion. Donc aujourd'hui, ça, c'est très très particulier à la France. Il y a d'autres pays européens qui ont un système de contrôle financier des clubs, mais en France, on contrôle aussi bien les clubs professionnels que les clubs amateurs. Alors, voilà ma région. Vous avez Paraná, c'est une région. L'État de Paraná, c'est une région. Ma région, c'est la région Hauts-de-France. D'accord ? Donc, si vous regardez ici, Paris est ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Lille est ici, d'accord, au nord de la France. Lille est le siège de la région. C'est la ville la plus importante de la région Hauts-de-France. Et vous voyez, ici, c'est la Belgique. Ici, c'est l'Allemagne. Et après, les Pays-Bas, Amsterdam et l'Angleterre avec Londres en haut à gauche. On a l'habitude de dire que Lille est au centre d'un carrefour entre différentes grandes villes européennes. Et c'est important pour, si un jour vous venez en France, venez visiter Lille. C'est une très belle ville historique, mais c'est aussi une ville où on a beaucoup de clubs, aussi bien professionnels que de clubs amateurs. Alors, dans la région Hauts-de-France, comme je vous l'ai dit, on est une région, donc j'appartiens à une région, et en France, il y a 13 grandes régions. D'accord ? Il y a 13 grandes régions en France, et dans chaque région, il y a des sous-régions, ce qu'on appelle des départements. Donc, dans ma région Hauts-de-France, il y a 5 départements, 5 petits départements. C'est la 5e région en France en matière de création de richesse. Vous voyez, vous avez ici le GDP, le PIB en français, le produit intérieur brut, 167 milliards d'euros en 2018. Et en même temps, c'est une région où il y a beaucoup, beaucoup de chômage. On a à peu près 10% de la population, c'est beaucoup, en France qui est au chômage. Aujourd'hui, dans cette région, on est frappé malheureusement par le chômage qui est assez important. Alors revenons maintenant au club.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans ma région, il y a 12 433 clubs. En 2021, c'est la 6e région en matière de clubs. 6e région en matière de clubs, 960 000 membres dans cette région, donc les associates, members, donc 160 000 membres. C'est la 10e région en matière d'équipement, donc on n'est pas très très bon en matière d'équipement, on n'a pas beaucoup d'équipements sportifs. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, c'est important. Vous avez un système qui est complètement différent du nôtre en matière d'équipement sportif. En France, lorsque l'on est un club, on ne possède pas d'équipement sportif. Peu de clubs sont capables d'acheter un équipement sportif, avoir un terrain. Donc, tous les clubs amateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des équipements publics. Donc, la collectivité va construire un stade, va construire un gymnasium, va construire un terrain de football, une salle pour les matchs le club de basket, le club de handball. Et on va venir, dans cet équipement, venir mettre des clubs qui vont utiliser l'équipement. Donc ça, c'est très, très, très important. Les clubs amateurs en France ne possèdent pas leur équipement sportif. Donc c'est important pour une région d'avoir beaucoup d'équipements sportifs si on veut développer le sport. Et vous voyez, dans ma région, on est la 10e région sur 13 régions à avoir des équipements sportifs. On est la 12e région en nombre de clubs pour 10 000 habitants. Donc on n'a pas énormément de clubs pour 10 000 habitants. Par contre, quand on regarde, vous voyez ici, quand on regarde le nombre de personnes dans les clubs, on voit que c'est une région où on est la 4e région où il y a un nombre de membres par club assez important. Alors attention, deuxième différence avec les clubs brésiliens, c'est très important, les clubs amateurs n'ont pas 30 000 membres, n'ont pas 4 000 membres. J'ai discuté hier soir avec un club de l'État de Paraná, Santa Monica, qui me disait, ben voilà, nous on a 4 000 membres. Nous en France, 4 000 membres, ça n'est pas courant. Ça n'est même vraiment, c'est très très rare d'avoir des clubs avec beaucoup de membres. On a beaucoup de petits clubs, d'accord? C'est beaucoup de clubs avec 200, 300 membres, d'accord, maximum. Et ensuite, on a des clubs multisports, d'accord, multisports, où là, on va retrouver 800, 1000 membres maximum, d'accord, maximum. Donc, en fait, on a beaucoup de clubs unisports, un seul sport, et ensuite, on a quelques clubs multisports, mais un nombre très limité de clubs multisports en France. Alors, désolé, c'est en français, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment est organisé le sport en France. Alors, ce n'est pas toujours facile d'expliquer parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont tourner autour du club. Donc, vous voyez, le club, il est ici. Ça, c'est le club. Le club va dépendre au niveau de la fédération. D'accord ? Ça, c'est tout le mouvement fédéral. Le club va dépendre d'un comité au niveau de la sous-région. Le comité va réunir dans la sous-région tous les clubs du même sport. Donc, je suis club de volleyball. Je vais appartenir au comité départemental du volleyball qui va lui-même dépendre de la ligue de volleyball, la ligue régionale de volleyball, qui, elle, va dépendre de la fédération nationale de volleyball. Donc, il y a la fédération, il y a la ligue, il y a le comité au niveau de la sous-région et il y a le club ici. D'accord ? Donc, déjà, le club, il va travailler avec un comité départemental, avec une ligue, avec une fédération, quand il dépend d'une fédération. Et le club va être en relation avec la communauté,
la municipalité, les collectivités locales. Le club va travailler avec sa commune, avec la ville. Le club va travailler avec le département, la sous-région. Le club va travailler avec la région. Donc, le club va être amené à avoir des relations avec beaucoup d'acteurs au niveau des collectivités locales, avec les instances politiques locales. Mais le club, s'il a des athlètes de haut niveau, il va aussi travailler avec le mouvement olympique. Donc il va être amené à travailler sur le sport de haut niveau avec le comité départemental, régional, olympique et sportif. Encore un autre acteur où on va pouvoir aller éventuellement travailler sur le sport de haut niveau. Et puis le club, il va peut-être aussi être amené à jouer un rôle social, sociétal en France, et le club va aussi avoir éventuellement des relations avec l'État, avec le gouvernement français. Pourquoi ? Parce qu'on a un ministère des Sports et dans chaque région, il y a un ministère, il y a un bureau du ministère des Sports dans chaque région et dans chaque département. Donc le club, s'il a une mission sociétale, c'est-à-dire du développement de valeurs autour de, aujourd'hui, du sport au féminin, aujourd'hui autour de l'éco-responsabilité, aujourd'hui autour des valeurs notamment de respect des autres, racisme, etc., etc., le club va être en relation avec les services de l'État. Donc vous voyez, le club, aujourd'hui, il est en relation avec beaucoup d'acteurs, déjà au niveau politique, mais également au niveau sportif. Alors, les clubs en France, il y a deux types de clubs. Les clubs professionnels, qui sont des entreprises privées. Donc, le Paris Saint-Germain, c'est une entreprise privée. Le club de Lille, mon club de football, c'est une entreprise privée. Okay ? Et à côté des entreprises privées, pour le sport amateur, il y a des associations. Des associations qui sont à but non lucratif, c'est-à-dire qui ne recherchent pas le profit. On a le droit d'en faire, mais on ne doit pas rechercher à tout prix le profit. On a d'autres objectifs que le profit. Voilà donc la présentation de ce qu'est l'organisation du sport en France. Donc, comme je vous le disais, en France, il y a donc le ministère, et le ministère a mis en place, ici, vous le voyez à droite, un observatoire de l'économie du sport. Il y a des professionnels, il y a des académiques, des professeurs qui travaillent sur l'économie du sport et qui vont rendre au ministère un certain nombre d'études sur le sport. Et il y a une agence nationale du sport qui va être là pour essayer d'aider les clubs à une transformation de leur modèle économique. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer après, les clubs, et vous allez sûrement retrouver un certain nombre de challenges que vous vivez, vous, dans vos clubs brésiliens. Les clubs français sont en train de vivre une révolution. Il y a un changement important qui se produit et aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable en tant que club de vous transformer, quand vous êtes un club français, vous risquez d'avoir des difficultés demain à continuer à exister. Et donc, vous allez limiter votre soutenabilité, vous allez limiter votre durabilité dans le temps. Donc, on a mis en place une agence qui aide le mouvement sportif à se transformer, d'accord, pour pouvoir relever les challenges. Alors, je vous ai mis ici quelques données nationales sur les associations sportives. Bon, je vais rapidement vous les présenter. En France, il y a 364 000 associations sportives. 364 000 associations sportives. Et quand on regarde, et là c'est encore une différence avec les clubs brésiliens,
dans les clubs en France, il y a beaucoup de volontaires, beaucoup de bénévoles, des gens qui ne reçoivent pas d'argent pour l'aide qu'ils apportent au fonctionnement de l'association sportive. Et il y a, dans certains clubs, des salariés. Vous, dans vos clubs, vous avez beaucoup de salariés. Nous, dans nos clubs, en France, on a des bénévoles, beaucoup de bénévoles, des gens qui viennent apporter de l'aide au fonctionnement du club. Et il y a à côté très peu de clubs. Regardez, 364 000 associations sportives, 43 000 clubs employeurs. 43 000 clubs seulement qui sont aujourd'hui capables de payer, d'accord, des salariés pour pouvoir travailler dans le club. Alors, quand on regarde sur toutes les activités d'associations en France, quelle que soit l'activité, le sport, c'est 17% des créations d'associations. En termes de gouvernance, alors là, on a du travail à faire, mais je pense que c'est partout dans le monde, c'est que la plupart des clubs sont présidés par des hommes. D'accord ? Donc, il y a un gros travail qui est en train d'être fait aujourd'hui autour de la prise de responsabilité dans les clubs par des femmes pour la présidence de clubs, pour être dirigeant de clubs. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait par les fédérations et par le mouvement sportif. Alors, quand on regarde les clubs qui ont des salariés, qui embauchent des salariés, ce sont la plupart des clubs riches, c'est-à-dire qui ont beaucoup de ressources financières et qui ont beaucoup de membres. Donc, plus on a de membres, plus on a de ressources financières, plus on va être capable d'embaucher du personnel. Alors, autre élément important qui a été déjà montré, c'est que lorsqu'on a des salariés dans une association, on va être capable d'obtenir plus de subventions publiques. Les subventions, ce sont les aides de l'État, les aides de la région, les aides de votre commune, de votre ville. Donc plus vous avez de salariés, plus vous aurez de subventions publiques. Alors quand on regarde les emplois dans les associations, on voit qu'on a surtout des coachs sportifs et des personnels administratifs. On a des bénévoles, comme je disais tout à l'heure. Et quand on demande aux bénévoles leur principale motivation, c'est venir chercher, 1, la convivialité, et 2, ce qu'on va venir chercher en tant que bénévole, c'est de pratiquer et d'enseigner du sport. En France, aujourd'hui, si vous regardez en bas, 4 Français âgés de 18 ans et plus sur 10 sont inscrits dans une association sportive. Donc quand on prend 10 Français qui ont plus de 18 ans, aujourd'hui on a 4 Français sur 10 qui appartiennent à un club. Voilà, bon, ça ce sont des données rapides sur les associations sportives. Si vous voulez, je pourrai répondre à vos questions après. Alors comme je vous le disais, nos associations, et je pense que vous allez revivre des choses que vous vivez vous dans vos clubs, les associations sportives, les clubs sportifs aujourd'hui vivent dans un environnement qui est de plus en plus volatile, de plus en plus incertain. Et aujourd'hui, quand on regarde et quand on demande aux clubs français quels sont leurs plus gros challenges, le premier, c'est le déclin des financements publics. Beaucoup de clubs avaient l'habitude de vivre de subventions. Beaucoup de subventions de l'État, des régions, des villes. Et aujourd'hui, ces subventions diminuent fortement. Donc ça, c'est le premier challenge pour ces clubs-là qui dépendaient beaucoup des subventions. Le deuxième challenge, vous le savez, on a tous la possibilité de faire du sport avec une montre connectée. On peut faire du sport soi-même en organisant nous-mêmes notre pratique sportive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clubs vont avoir à attirer, à donner envie à la population
quand elles veulent faire du sport, de venir dans un club et dire « moi, je voudrais pratiquer ce club-là ». C'est le cas pour moi. Du cyclisme, je peux en faire moi-même tout seul. Ou je peux aller m'inscrire dans un club. Donc, le développement de la pratique auto-organisée, c'est un des principaux challenges. Le changement démographique. Vous avez une population en France qui vieillit. Donc, ces changements démographiques, ça veut dire qu'il va peut-être falloir changer notre façon de voir les activités que l'on va proposer. L'arrivée, très 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 important en France, de concurrents qui sont des entreprises qui vont proposer des services identiques à ceux des clubs, voire plus de services. Par exemple, des entreprises privées dans le fitness, dans le loisir sportif. Si vous voulez aujourd'hui pratiquer de l'escalade, je vais donner un exemple, pratiquer de l'escalade, vous pouvez pratiquer de l'escalade dans un club amateur ou vous pouvez aller dans une salle privée d'escalade. L'effet de la digitalisation, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, autre chose également, de plus en plus, les collectivités locales, lorsque vous allez leur demander des subventions, vont vous dire « oui, je veux bien vous donner des subventions, mais on va signer un contrat ensemble où vous allez vous engager à mettre en œuvre une politique sportive. » Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va voir une collectivité, on n'est plus en France dans « je fais du sport, je vais offrir du sport à votre population, donnez-moi de l'argent ». C'est « je vais voir la collectivité et je vais dire à la collectivité qu'est-ce que je peux faire pour vous ». Vous voyez le changement ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et là, la collectivité locale va vous dire « vous pouvez faire ça, 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 parce que pour moi, c'est important dans ma ville que vous fassiez de l'insertion sociale, que vous fassiez de la protection de l'enfance autour des valeurs du sport. » Donc, aujourd'hui, on est dans une contractualisation. Bon, autre challenge, vous le savez, les clubs en France, mais comme vos clubs, ont subi le Covid-19. Donc, gros challenge pour les clubs qui ont dû arrêter leur activité. Gros challenge également aujourd'hui en France avec la crise économique et l'inflation. L'augmentation forte des prix qui fait que certaines personnes aujourd'hui ne peuvent plus aller vers les clubs parce qu'elles n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir payer une cotisation pour leurs enfants. Donc tous ces challenges font qu'on a des problèmes aujourd'hui au niveau des clubs. Le premier problème qui se pose, c'est le recrutement et la fidélisation des membres. Réussir à attirer et à fidéliser les membres de votre club. Réussir en France à recruter et à fidéliser des volontaires. Recruter des coachs. Et puis, autre problème qui peut être un problème assez important pour beaucoup de clubs, c'est les problèmes financiers, la situation financière. Donc, en stratégie, on a un concept théorique qui s'appelle la capacité organisationnelle. La capacité organisationnelle, c'est la capacité qu'a votre club. Vous voyez, je vous ai donné une définition ici. Donc, désolé, elle est en français. Mais c'est l'aptitude qu'a votre club à développer ses activités de manière efficiente et efficace. Et pour ça, votre club, s'il a un bon niveau de capacité organisationnelle, c'est qu'il a réussi à déployer de façon efficace et efficiente toutes ses ressources. Donc on va voir qu'aujourd'hui, le plus important, c'est réussir à combiner toutes les ressources que vous avez. C'est le principe de ce concept de capacité organisationnelle. C'est votre capacité à combiner toutes ces ressources ensemble pour réaliser votre activité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des ressources importantes, mais si vous n'arrivez pas à les combiner ensemble, vous n'arriverez pas à réaliser votre mission. Vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. Donc, nous, on va aider ces clubs, et je vais vous montrer un petit peu ce que nous, on a fait,
aider ces clubs à comprendre comment elles peuvent mieux combiner ces ressources pour travailler de manière plus efficace. Alors les ressources, elles ne sont pas 4 dimensions de ressources: capacité financière, l'argent, il faut de l'argent pour pouvoir déployer un projet, un programme sportif, des ressources humaines, on va travailler sur les ressources humaines, on va travailler sur les installations sportives, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces installations sportives, et ensuite on va travailler également sur les valeurs, sur la stratégie, les politiques qui vont être mises en œuvre dans le club. Alors, comme je vous le disais, nous, on a mené un programme de recherche pour essayer déjà de comprendre quels sont les clubs, quelles sont les caractéristiques des clubs du point de vue socio-économique et qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence comme relation entre différentes variables et donc aider le club ensuite à essayer de s'améliorer sur ces différentes dimensions. Alors, je vais passer assez rapidement, mais on a mis en ligne un questionnaire, on a travaillé avec le mouvement olympique et le mouvement sportif, et j'espère que demain, on pourra travailler sur le Brésil avec le comité brésilien des clubs, donc avec vous tous. On a mis en place ce questionnaire, et toutes les associations avaient la possibilité de répondre à ce questionnaire. Si elles avaient des questions, elles pouvaient demander, envoyer un email pour poser telle et telle question et on répondait pour les aider à remplir le questionnaire. Bon, sur l'ensemble des associations dans le Nord, dans la région de France, on a eu 1300 réponses. 1300 réponses autour de toutes ces dimensions qui sont indiquées ici. La première chose qu'on leur demandait, c'est de nous dire qui elles sont, combien elles ont de membres, la répartition hommes-femmes, la discipline sportive. Là-dessus, on leur demandait leurs projets associatifs. Est-ce qu'elles ont des projets de développement à court terme, à long terme? Quel est leur modèle économique? De quoi elles vivent? Quelles sont les principales dépenses qu'elles ont? Et est-ce qu'elles sont à l'équilibre? Les ressources humaines. Et ensuite, on leur a demandé si elles avaient des alliances, des relations partenariales avec d'autres associations, avec des collectivités, avec des entreprises. Et vous allez voir, les résultats sont assez surprenants. Donc, on a regardé ensuite l'échantillon et on a travaillé sur cet échantillon pour vous présenter les résultats que je vais vous présenter ici. Donc, comme je vous le disais, on a eu 1500 répondants. Mais après nettoyage de la base de données, parce qu'il y a des associations qui avaient mal rempli ou qui n'avaient pas tout rempli, on est arrivé à 1046 répondants. Si vous regardez la composition de ces 1046 répondants, on a essentiellement des associations qui, dans ma région, travaillent sur la convivialité, le plaisir d'être avec les autres, la détente, et on a un certain nombre d'associations, 547, qui, elles, sont plutôt sur la performance, la motivation physique. On va venir faire du sport dans ce club-là parce que c'est un club où on va rechercher la compétition, la performance physique. Peu de clubs ont répondu avoir un projet autour du contact avec la nature et peu de clubs ont répondu avoir un projet autour de la santé et du bien-être. Donc on a surtout des clubs dans ma région qui sont des clubs autour de la convivialité et de la performance physique. Alors si on regarde en nombre de membres maintenant, on voit qu'on est sur des clubs où on a essentiellement des jeunes de moins de 18 ans dans les clubs. Donc ce sont surtout des enfants, des adolescents dans les clubs. On a un nombre moyen de 86 membres autour de 18-60 ans. Et vous voyez, on est autour de 15 membres de plus de 60 ans. Donc pour l'instant, les clubs n'ont pas encore réussi à attirer des personnes de plus de 60 ans à venir continuer à s'inscrire dans les clubs. Hein, on est encore beaucoup axé dans les clubs français autour de former la jeunesse,
continuer à la garder quand elle a 18-60 ans, le plus longtemps possible, mais on n'arrive pas encore à attirer et à garder les gens qui ont plus de 60 ans à continuer à faire du sport. Alors, si on regarde un petit peu où elles se situent, ces associations sportives, elles sont surtout situées dans des zones urbaines, donc dans des villes. Peu sont situées dans des petits villages, dans des villes avec un nombre d'habitants très réduit. Alors, toujours au niveau de la description de ces 1046 associations, on voit que dans ces associations, la volonté de développer des projets à court terme, à moins d'un an, à plus d'un an, se concentre que sur une chose, essayer d'avoir plus de membres. Quand on demande aux associations quels sont vos projets à court terme et à long terme, c'est de garder mes membres et de réussir à attirer des membres. Développer des nouvelles activités, développer de nouveaux services, ça n'est pas ma priorité aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est surtout développer et recruter plus de membres et réussir à les fidéliser. Alors, toujours parmi les associations qui ont répondu à l'enquête, vous voyez, 83% d'entre elles ne souhaitent pas développer de nouvelles activités. Et pour celles qui veulent développer de nouvelles activités, c'est surtout le sport féminin, d'accord, et le sport adapté. Le sport adapté, c'est le sport pour les personnes qui ont des disabilities, une maladie ou une activité réduite au niveau sportif parce qu'elles ont un handicap ou autre problème physique ou mental. Alors, quand on regarde la gouvernance des clubs amateurs, comme je vous le disais, le nombre d'hommes dirigeants est plus important que le nombre de femmes dirigeantes. Je vous disais tout à l'heure, les fédérations, elles sont en train de travailler là-dessus pour essayer de donner envie aux femmes de devenir dirigeantes des clubs. Et ça, vous allez le voir que ça peut avoir un effet assez intéressant en matière de budget après. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir souvent, ça va faire plaisir à toutes les femmes, souvent les femmes arrivent à aller chercher d'autres ressources financières que les hommes, auxquelles les hommes n'ont pas pensé, notamment pour l'organisation d'événements sociaux, d'accord, d'événements autres que sportifs. Elles arrivent bien souvent à développer d'autres sources de revenus. Alors, autre chose importante, quand on regarde le profil du président, c'est surtout quelqu'un qui travaille ou qui est retraité, d'accord ? On n'a pas beaucoup de personnes qui sont au chômage ou qui n'ont pas d'activité à côté professionnelle qui sont présidents. Et ce sont souvent, pour la plupart des clubs, des personnes qui ont un diplôme supérieur. Souvent, des personnes qui ont des responsabilités dans une entreprise ou dans une administration et qui viennent aider le club à se structurer, à se développer. Donc, ce sont souvent des personnes qui ont un diplôme supérieur quand on demande le diplôme. Alors, au niveau des bénévoles, des volontaires, on voit que là encore, on a plus de volontaires hommes que de volontaires femmes. Et lorsque l'on demande au club, est-ce que vous demandez à vos bénévoles, ceux qui viennent vous aider, quelle est leur activité professionnelle à côté ? Non. Peu de clubs demandent aux bénévoles qu'est-ce que vous faites à côté comme activité professionnelle. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis de formation comptable. Quand je suis arrivé dans les clubs, on ne m'a jamais demandé tiens, qu'est-ce que tu fais à côté ? Je suis professeur, mais j'ai une formation en comptabilité. Est-ce que tu ne pourrais pas nous aider à la comptabilité de notre association ? Est-ce que tu ne pourrais pas prendre des responsabilités autour de la comptabilité ? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec les clubs aujourd'hui en disant vos bénévoles, ils ne sont pas là que pour servir, pour aider à conduire des enfants, à accompagner des enfants. Ils ont aussi d'autres compétences à côté. Et ces compétences-là, vous pouvez peut-être les utiliser pour votre club aujourd'hui. Donc ça, c'est une des premières choses qui est ressortie de cette étude et qui nous montre qu'aujourd'hui, les clubs ont besoin de travailler sur
ce que sont les personnes qui aident le club, quelles sont leurs compétences. Alors quand on regarde au niveau des employés, on voit qu'on a essentiellement des coachs comme salariés dans les clubs français et on a aussi, on voit apparaître de plus en plus dans les clubs des métiers qu'on n'avait pas avant autour de la communication, autour de l'événementiel, autour du marketing. Donc aujourd'hui, il y a des clubs qui commencent à se dire, si je veux aller chercher de nouvelles ressources financières, il faut que je sois capable d'avoir des personnes qui ont des compétences en marketing, en événementiel, en communication. Et on voit apparaître dans les clubs ces métiers-là. Alors, si vous regardez le budget, alors c'est en euros, c'est sûrement pas votre budget à vous, parce que je vous le disais, on a beaucoup de petits clubs, nous en France, mais le budget moyen d'un club, c'est 106 000 euros. Donc ça fait 106 000, ça veut dire qu'on est aux alentours de 500 000, 550 000 reais, d'accord, pour les plus gros clubs. Vous voyez, et à côté de ça, vous avez des plus petits clubs avec des plus petits budgets. Alors quand on regarde d'où viennent les ressources financières de ces clubs français, ils viennent essentiellement des membres, d'accord, qui payent, comme moi, une licence, d'accord, une fois par an, pas une fois par mois, comme ici au Brésil. Nous, on paye une fois par an et c'est parti pour l'année. Donc, pour vous donner un ordre de prix, moi, pour être dans mon club de vélo, de route, je paye 100 euros par an, 500 reais par an. D'accord? Pas par mois, par an. Ok? Donc, on vit essentiellement donc des droits que l'on paye pour être membre du club et les clubs vivent essentiellement des subventions publiques. Donc, on est encore sur un modèle économique où on vit des membres et où on vit des subventions publiques. Et on a certains clubs qui commencent à développer, parfois, quand ils sont dans de la compétition sportive, du sponsoring, du mécénat, du patronage, où une entreprise va donner de l'argent. Alors, en France, il y a la même chose que vous avez la Ley Incentive des Sports, la loi incitative du sport. Nous, on a la même chose, une entreprise privée, si elle donne de l'argent à un club, elle peut déduire 60% de ses impôts. Donc, j'ai donné 10 000 euros à un club, je peux déduire de mon impôt en tant qu'entreprise 6 000 euros. Donc, c'est très, très important pour les clubs d'aller chercher des entreprises qui vont accepter de verser de l'argent sans contrepartie et vont avoir 6 000 euros sur 10 000 euros, 60% d'économie d'impôt. Mais pour ça, il faut avoir une démarche marketing, il faut avoir une démarche de communication. Et beaucoup de clubs n'ont pas encore intégré cette possibilité d'aller chercher des ressources financières en dehors des subventions publiques. Alors quand on regarde maintenant les principales charges, c'est peut-être le cas pour vos clubs, ce sont les frais de déplacement qui sont la plus grosse charge avec les salaires et avec les achats de biens et de services au niveau des dépenses. Si on regarde maintenant le résultat, la plupart des clubs disent être à l'équilibre, c'est-à-dire ne gagnent pas d'argent, ne perdent pas d'argent. La plupart des clubs sont en équilibre. Alors, je vous disais, on a essayé de comprendre aussi si les clubs avaient l'habitude d'aller faire des partenariats, des alliances avec leur écosystème. Première chose, quand on regarde les alliances avec les municipalités, les alliances avec les municipalités, elles tournent autour de deux choses en France. Toucher une subvention, avoir une subvention. 2, utiliser les installations sportives. Proposer des activités pour les écoles, pour
qui dépendent de la municipalité, ça n'est pas encore le cas. Donc on n'est pas encore dans cette démarche-là de proposer des services à la municipalité. Vous voyez, non, services proposés à la municipalité, plus de 90%, 87% des associations n'ont pas aujourd'hui cette démarche de proposer des services à la municipalité. Qu'est-ce que je peux faire pour la municipalité? Ça n'est pas encore dans le mode de fonctionnement des associations sportives. Alors, avec les entreprises, comme je vous le disais, aucun lien avec les entreprises, alors que vous avez beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, veulent inciter leurs salariés à faire du sport, parce qu'on le sait bien, quand un salarié fait du sport, s'il fait du sport, il est moins malade, et s'il est moins malade et qu'il est content de venir dans l'entreprise, il va peut-être mieux travailler. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait, en tant qu'entreprise, en tant qu'association sportive, aller voir des entreprises et leur dire qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais ça n'est pas dans leur culture aujourd'hui de l'association sportive. Et c'est là où il y a un gros travail à faire sur comment nouer des alliances avec une entreprise. Oui, ça s'apprend. Aller proposer, faire de la communication, faire du marketing auprès des entreprises. Ça, c'est une démarche que beaucoup d'associations n'ont pas aujourd'hui parce qu'elles ne savent pas faire ou qu'elles ne veulent pas faire, mais surtout parce qu'elles ne savent pas faire. Et lorsqu'on regarde si elles ont des liens avec les autres associations dans leur écosystème, là, c'est pareil, peu de liens avec les autres associations. Donc, on est surtout dans des liens avec les municipalités, mais pas de liens avec les entreprises et avec les autres associations. Alors, comme je vous le disais, on a ensuite, et c'est la dernière partie de notre projet de recherche, on a surtout essayé de travailler sur les liens qu'il pouvait y avoir entre deux variables. Donc, on a fait des tests statistiques pour essayer de regarder si certaines variables pouvaient avoir un impact sur le budget. On le sait bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez beaucoup de ressources financières, vous pourrez développer des programmes sportifs. Donc on leur a dit, on va essayer de voir pour vous quels sont les éléments qui peuvent avoir un impact positif sur vos ressources financières. Bon, on l'a déjà dit, celles qui sont employeuses aujourd'hui, si vous avez des salariés, vous allez souvent avoir, vous avez un lien significatif avec le budget. Si vous avez beaucoup de volontaires, vous avez un lien significatif avec le budget. Si vous utilisez les compétences de vos volontaires, dans tous les clubs qui nous ont dit « oui, on utilise les compétences des volontaires », ces clubs-là ont un budget plus important. Lorsque vous êtes localisé dans une ville, vous avez souvent un budget plus important. Mais ce qui nous a surtout vraiment intéressé, c'était aussi de regarder, comme je le disais tout à l'heure, le profil du président. C'est pour ça que des fois, dans des associations, on va avoir tendance à dire « aujourd'hui, c'est important de bien choisir son président ». Alors vous allez me dire, c'est toujours important de bien choisir son président, même quand c'est un président qui va prendre la tête du pays, c'est toujours très 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 important de bien le choisir. Et dans les associations, c'est important également. Et on a regardé quelles étaient les variables du président qui pouvaient avoir un impact positif sur le budget. Lorsque le président a un niveau de diplôme important, lorsque la profession du président est plutôt cadre ou assimilé cadre, aujourd'hui, le budget va être plus important. Si le président est sponsor, dans certains clubs, le président a son entreprise et sponsorise le club. Le budget est plus important. Lorsque, alors là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça a été un de nos résultats vraiment intéressants, c'était de dire aussi, si aujourd'hui on a des femmes qui intègrent le bureau, le conseil d'administration de l'association, on voit que dans ces clubs-là, où il y a plus de femmes, le budget est plus important. Et lorsqu'on utilise les compétences professionnelles du président, le budget est également plus important.
Alors, dernière chose que l'on a mis en évidence aussi avec cette recherche, c'est que si votre association sportive a des liens avec des entreprises, le budget est plus important. Donc si vous voulez développer vos ressources financières, allez chercher des liens avec des entreprises. C'est vraiment important. Celles qui ont des subventions ou qui utilisent les équipements sportifs publics ont souvent un budget plus important. Celles qui fournissent des services aux collectivités locales, aux municipalités ont un budget plus important. Et celles qui ont un lien avec d'autres associations ont un budget plus important. Donc on leur dit aujourd'hui, si vous voulez développer vos ressources financières pour pouvoir développer de nouveaux projets sportifs, il ne faut pas que se focaliser sur les membres. Les membres, c'est bien, mais le membre, il a un pouvoir financier qui est limité. Vous n'allez pas pouvoir lui demander en France 10 000 € ou 1 000 € par an pour pouvoir participer à un club sportif. Donc on leur dit, si vous voulez aller chercher des nouvelles ressources financières, tournez-vous vers les entreprises, tournez-vous vers les autres associations. Donc on a mené toute cette étude sur la région Hauts-de-France et comme je vous l'ai expliqué en introduction, on a voulu aller plus loin que mon territoire et pas se limiter qu'à la France. On a essayé de se dire, est-ce qu'on ne ferait pas la même étude sur l'Europe? Est-ce qu'on ne ferait pas la même étude sur l'Amérique du Sud? Pourquoi? Parce que vous avez un modèle de fonctionnement des clubs qui est différent du nôtre. Et peut-être que vos associations sportives ont une habileté, une agilité beaucoup plus importante que nos associations sportives européennes. Donc c'était de dire, si on étudie également ce qui se passe en Amérique du Sud, on va pouvoir peut-être utiliser des bonnes pratiques de chacun des continents. Bah tiens, il y a des bonnes choses qui se font en Europe, on pourrait peut-être les intégrer dans nos clubs brésiliens. Et nous, clubs européens, on pourrait peut-être intégrer des bonnes pratiques qui se font en Amérique du Sud. Donc on a candidaté sur un projet européen qui s'appelle le projet CEMASC. CEMASC comme Socio-Economic Model Amateur Sports Club. Donc c'est un projet européen Erasmus+, c'est-à-dire qu'on a reçu un financement de l'Europe pour mener ce projet à terme. Donc c'est pour ça que je vais inviter Jean Aon et professeur Mésadri à venir me rejoindre parce qu'on va vous présenter ce projet. Donc professeur Mésadri et Jean Aon, vous pouvez venir ici s'il vous plaît. Donc je vais vous expliquer un peu l'objectif de ce projet et c'est ce qu'on va vous proposer à vous, clubs brésiliens, de participer à ce projet. Bon, vous voyez, je suis toujours sur mon vélo. Hein. Alors là, c'est un autre col mythique qui est dans les Alpes aussi. Donc, alors pour vous expliquer un peu le projet, et après je laisserai peut-être la possibilité au professeur Mésadri et puis à Jean Aon de vous expliquer plus en détail. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire à travers ce projet, c'est de dire à vous, clubs brésiliens, on va vous, à travers un questionnaire qu'on va vous demander de remplir, on va être capable d'évaluer avec un indice, d'évaluer sur différentes dimensions où se situe votre club par rapport aux autres clubs de votre région, par rapport aux autres clubs d'un autre pays, par rapport aux autres clubs dans l'ensemble du pays du Brésil. Et on va donc, une fois que vous aurez rempli ce questionnaire, donc pour remplir ce questionnaire, on va mettre en place avec l'UFPA, donc avec l'Université fédérale de Paraná, un système qui va vous permettre de remplir facilement le questionnaire. On va ensuite évaluer votre club. Je vais vous montrer après ce qu'on voudrait faire. Et ensuite, on va vous proposer sur les dimensions où vous n'êtes peut-être pas assez avancé, on va vous proposer des programmes de formation
sur chacune des dimensions où vous ne serez pas au meilleur score. Donc, vous remplissez le questionnaire va être traité par le système. Donc, on est en train de travailler sur ce système et vous allez obtenir à la fin, sur chaque dimension, votre score par rapport au score des autres clubs. Et sur les dimensions où vous n'êtes pas au top, d'accord, on va vous proposer de suivre des modules de formation. Alors, je vais vous montrer, je vais juste vous montrer à quoi on va arriver normalement. Voilà, on va arriver à ça. Ça, c'est votre club. Et ça, c'est tous les clubs au Brésil. Alors, on peut le faire par ville, on va pouvoir le faire par État, on va pouvoir le faire par sport. Donc, vous voyez, en termes de gouvernance, en termes de finances, en termes de responsabilité sociale, en termes de ressources humaines, ce club est moins bon que les autres clubs. Par contre, il est bon ici, ici, ici et ici. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si ce club, en matière de responsabilité sociale, est moins bon, il va cliquer ici et on va lui dire, hop, vous allez pouvoir aller chercher ce module de formation, ce module de formation, ce module de formation, pour vous aider à vous former sur telle et telle question clé. Donc ça, on va le construire. On est en train de valider le questionnaire. On espère que, et je remercie déjà le président en avance du CBC, on va essayer de pouvoir avoir un partenariat fort avec votre comité brésilien des clubs pour pouvoir diffuser ce questionnaire dans tous les clubs et qu'on ait le plus grand nombre de répondants à ce questionnaire pour pouvoir avoir derrière, pour chaque club, où il se situe par rapport aux autres clubs et proposer des formations au club. Bom dia a todos e todas. Nós vamos, como o professor Ian já comentou, nós, no Instituto Inteligência Esportiva, estamos estabelecendo essa parceria com a Universidade de Lille e a nossa intenção, né, como nós vamos falar depois, né, presidente, depois na assinatura do nosso termo de cooperação, é desenvolver essas ações em conjuntas, né, essa pesquisa em conjunta com a Universidade de Lille, para que nós possamos aproximar as nossas ações da universidade e contribuir dando suporte aos clubes, que são entidades tão importantes para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Né, fazer essa aproximação, como ontem foi comentado da Unicamp, foi feito o termo de cooperação com a Unicamp. Nós, da Universidade Federal, também estamos aproximando da Universidade de Lille e de outras universidades para que a gente possa dar o suporte e construir em conjunto essas ações para a melhoria do esporte brasileiro e para a melhoria da gestão do esporte brasileiro. É a nossa área de atuação, né? Fazemos isso com os municípios, já temos mais de 2.000 municípios cadastrados no nosso sistema, do Brasil inteiro, de quase todos os estados do Brasil, e que agora nós pretendemos fazer com os clubes. É essa a nossa intenção, por isso a nossa parceria com a Universidade de Lille. Obrigado. Bom dia, pessoal. Assim, a gente está trabalhando, né, com a Universidade de Lille para fazer essa parceria. Vamos conversar com o CBC para a gente também contar com o apoio e contar com o apoio dos clubes. Porque sem os clubes, sem as respostas de vocês, a gente não vai conseguir atingir as respostas que a gente precisa para fazer as análises que o Ian mostrou para vocês lá dos clubes da França. Então, para que esse comparativo consiga funcionar da maneira que a gente pretende que ele funcione, a gente vai precisar de vocês. A gente vai precisar do apoio de vocês para o preenchimento da nossa pesquisa. A gente ainda está trabalhando como que nós vamos fazer o sistema, como que vai ser feito isso. A previsão do projeto é ele começar a rodar em dezembro e que a coleta de dados seja no ano que vem. Então, provavelmente, a gente vai procurar o CBC, a gente vai procurar vocês para fazer um período de testes do questionário, que isso metodologicamente é assim que funciona. A gente testa o questionário primeiro e depois aplica em todos os clubes, para a gente poder coletar esses dados e depois fazer a análise,
para no fim a gente ter aqueles dados que ele mostrou, né? Qual é o perfil do clube, qual é o que impacta, o que não impacta, quais são as diferenças que a gente vai ter com os resultados que a gente vai encontrar daqui para frente, né? Então, por isso que a parceria entre a parte acadêmica, os clubes, os comitês, é tão importante para a gente poder chegar a conclusões que ajudem a vocês tomarem decisões baseadas em evidência. A gente não pode tomar decisão baseado no nosso achismo. Quando a gente trabalha academicamente, quando a gente trabalha com metodologia, a gente precisa ter evidência para tomar decisão e para otimizar a utilização dos nossos recursos, né? Je vais vous laisser remettre. Désolé, je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris. Donc, on avait prévu un temps pour des questions. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en portugais ou en français sur ce thème, si vous avez des questions. Muito bem, temos aqui algumas perguntas. Vamos colocar aqui o equipamento no Ian. A gente entregou para vocês, e assim vai funcionar ao longo do nosso evento, esta fichinha, né, que é uma fichinha de perguntas, e aí a gente tem aqui algumas, de acordo com o tempo, a gente vai ver quantas a gente consegue responder. A primeira pergunta é do Alcion, do IPEI. Ele pergunta se na França existe integração entre academia e organizações esportivas. Deu certo? Alors, est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des liens entre... Oui, il y a des liens entre mon université et les organisations sportives. Pourquoi? Parce qu'en France, actuellement, le gouvernement français a mis en place la possibilité pour un club de recruter un jeune qu'il va former dans le club ou dans l'organisation sportive, et en même temps qui va suivre un programme de formation à l'université. Donc ça veut dire que le gouvernement français paye l'organisation sportive pour embaucher le jeune qui va suivre en même temps le programme de formation. Donc ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, si on veut que les clubs se professionnalisent, il faut qu'on donne la possibilité à ces clubs, pour leurs employés, d'aller suivre des formations. Donc nous, on a beaucoup de formations continues de personnes qui travaillent dans les clubs et qui viennent suivre un programme de formation à l'Université de Lille. Muito bem. Próxima pergunta. Diante dos números apresentados aqui, diríamos que a mão de obra voluntária é fundamental para o desenvolvimento e a operação dos clubes. Como inspirar e captar voluntários que estejam dispostos a contribuir efetivamente com os clubes? Oui, alors, pour réussir aujourd'hui, donc oui, c'est fondamental pour les clubs français, c'est fondamental d'avoir des volontaires. C'est vraiment très, très, très important, parce que beaucoup de clubs, comme je vous l'ai montré, ont un budget qui est très limité. Donc, ces clubs ne peuvent pas aller recruter beaucoup de salariés parce qu'ils ont un budget limité. Mais comment ils peuvent faire pour essayer d'améliorer et attirer plus de volontaires? C'est toujours, et comme je l'ai dit en introduction, c'est très important de rappeler quelles sont les valeurs de votre club. Pourquoi? Parce que si votre club a des valeurs et qu'il communique sur ces valeurs, il va pouvoir attirer des personnes qui sont en accord avec ces valeurs. Pourquoi moi je serais bénévole aujourd'hui dans un club si je ne me reconnais pas dans les valeurs de ce club? Donc je vais aller attirer en rappelant et en insistant sur les valeurs de mon club. Et ça, c'est vraiment très, très important. On rappelle au club, sur votre site internet, n'oubliez pas de mettre vos valeurs, la convivialité, les valeurs de dépassement de soi. Et il faut être capable, dans ces cas-là, de parler à une population qui va se retrouver dans vos valeurs. Et parfois, les clubs ont du mal, quand on leur pose la question, ont du mal à
identifier quelles sont leurs valeurs. Donc on leur rappelle, travaillez d'abord sur vos valeurs et communiquez sur vos valeurs. C'est vraiment très 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 important. Communiquez sur votre site internet, communiquez sur vos réseaux sociaux, sur les valeurs de votre club. Et ça, vous allez attirer aussi bien des bénévoles et aussi bien des membres qui vont vouloir dire « Ah voilà, moi je me retrouve dans ce club-là parce qu'il y a des valeurs, la fraternité, la relation, le dépassement de soi. Ben voilà, ce sont mes valeurs. » Donc vous allez communiquer sur des valeurs et c'est là-dessus que vous allez réussir à attirer des membres et à attirer des volontaires dans votre club. Muito bem, agradecer aí pela pergunta. O Carlos Salomão, que enviou essa pergunta, ele é do Botafogo de Futebol e Regatas. A próxima pergunta vem do Ronald Guimarães, do Clube Coritibano. Ele pergunta o seguinte: devido ao Brasil ser um país muito grande, você acredita que pode ser prudente regionalizar as competições nacionais para melhor organização? Alors, j'ai du mal à comprendre la question. Regionalizar mesmo. Como o país é grande. C'est difficile de répondre à cette question. Très très difficile de répondre à cette question. Alors nous en France, les compétitions sont départementales, régionales et ensuite nationales. Mais un club ne va participer à la compétition nationale que s'il est qualifié pour la compétition nationale. Il n'y a pas que... Donc c'est vrai que pour beaucoup de clubs, parfois, c'est compliqué de participer à des compétitions nationales parce qu'on n'a encore pas le budget pour pouvoir participer aux compétitions nationales. Donc on dit à ce club-là, et le président souvent vous le dit, aujourd'hui, moi, je reste dans à ce niveau de compétition parce que je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir participer à la compétition régionale, voire à la compétition nationale. Donc peut-être que c'est une solution pour certains clubs de rester à un niveau de compétition qui est plutôt on va dire sous-région ou région, plutôt que d'aller chercher une compétition nationale. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà. Okay. A próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas eles pedem aqui, Ian, que você identifique características parecidas entre clubes brasileiros e clubes franceses. O que é que tem de parecido? Alors, quelle est la grande différence entre eux, ou qu'est-ce qui ressemble entre les clubs français et les clubs brésiliens? Bon, on a des clubs de football aussi, ça c'est une similarité. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a des différences assez importantes entre vos clubs et les clubs français. La première chose, c'est que dans la plupart de vos clubs, on a beaucoup de salariés, mais pas beaucoup de volontaires, ou un nombre peut-être limité de volontaires. Nous, c'est le contraire. On a beaucoup de volontaires et peu de salariés. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Et puis, comme je vous le disais, les budgets sont réduits parce qu'en France, je le répète, en France, quand on veut participer à un club, on est sur un tarif social, sur un tarif petit. Vous allez venir payer 500 reais pour pouvoir participer au fonctionnement de ce club toute l'année. Alors que vous, dans vos clubs, les prix sont beaucoup plus élevés pour pouvoir participer aux activités sportives. Ensuite, la deuxième grosse différence que j'ai vue entre vos clubs et les nôtres, c'est que vos clubs sont propriétaires des installations sportives. Nos clubs ne sont pas propriétaires des installations sportives. Les clubs français utilisent les installations sportives de la collectivité locale, de la municipalité. Donc si vous êtes dans une municipalité où il y a beaucoup d'équipements sportifs, vous allez pouvoir proposer des activités sportives à votre population et vous allez pouvoir donner la possibilité aux associations sportives d'utiliser ces équipements sportifs. Donc je vous donne un exemple concret. Beaucoup de villes en France n'ont pas la chance d'avoir une piscine.
Donc il n'y a pas de club de natation dans ces villes-là, et donc on ne donne pas la possibilité à la population locale d'apprendre aux enfants à nager. D'accord ? Donc il y a un gros programme pour développer les équipements sportifs, mais les équipements sportifs restent des équipements sportifs qui appartiennent à l'État, à la région, à la ville, mais pas aux associations sportives. Donc ce qui veut dire que les associations sportives françaises, elles doivent toujours être capables de dire « Je suis le club de basket, vous pouvez me donner des créneaux dans l'équipement sportif ?» Oui, monsieur, ok, mais attention, il y a le club de handball, il y a le club de volleyball qui utilisent le même équipement. Et parfois, certains clubs français sont limités parce qu'ils n'ont que très peu de créneaux horaires, très peu de temps pour pouvoir avoir accès à l'équipement sportif. Pourquoi ? Parce que cet équipement sportif, il est partagé. Vous, c'est différent. C'est vous qui allez organiser. Vous êtes propriétaire. Donc, vous n'êtes pas limité dans les activités que vous proposez. D'accord ? Donc, c'est les trois grandes différences que je vois avec nos clubs. Ok, muito bem. Pelo adiantar da hora, algumas perguntas ficaram sem ser respondidas, mas o professor ficará com a gente até o final do dia. Encaminharemos também os outros questionamentos. Peço a vocês uma salva de palmas para o professor Ian. Muito obrigada. Agradeço também ao Fernando Mesadra aqui com a gente e ao João. Por favor, podem retornar aos seus lugares. Muito obrigada. Obrigado a todos.